Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand arbore un air grave aujourd'hui. Bonjour Franck, tout va bien ? Oui, bonjour Céline, bonjour à tous, je vais bien, merci. Cet air un peu grave est simplement lié à notre sujet. Ce dont il va être question, c'est en effet la décapitation de la fine fleur d'un pays, de son élite, à travers des officiers et des officiers de réserve, exécutés en masse d'une balle dans la nuque. Quand je vous aurais dit que les victimes étaient polonaises, vous aurez compris que le dossier que nous rouvrons aujourd'hui est celui très douloureux du massacre de Katyn. Et pour en parler, j'ai convié à nous rejoindre Fabrice d'Almeida. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Isabelle sur l'origine des liquidités. Oui, Isabelle nous demande en effet d'où vient l'expression payer en liquide. Eh bien, je me ferai un plaisir de lui répondre. Pour le moment, nous prenons le chemin de la forêt de Katyn, près de Smolensk. On n'est pas très loin de la frontière biélorusse. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je me souviens d'avoir découvert cette tragédie au sortir de l'enfance à travers une émission d'Alain Decaux qui devait tout changer pour moi. Avec le recul, je pense que cette émission a marqué ma première incursion dans le monde des adultes, un monde tellement dur que j'en étais sidéré. 35 ans plus tard, je découvrais ce matin sur mon éphéméride cette belle formule du peintre moscovite Vassili Kandinsky: « Le blanc sonne comme un silence, un rien avant un commencement ». Le blanc est celui de la neige qui recouvre la région de Katyn et le silence celui qui précède les détonations de ce printemps encore hivernal de 1940. Une neige et un silence qu'ont appris à connaître les prisonniers polonais du camp de Kozielsk, notamment détenus depuis le mois de novembre précédent par la police politique soviétique, le NKVD, un KGB avant la lettre. Je vous rappelle qu'à l'été 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé parce que le Royaume-Uni et la France ont voulu voler au secours de la Pologne, visée par l'Allemagne nazie. Le rouleau compresseur hitlérien est passé sur la Pologne en quelques jours. Et après cela, Hitler et Staline, alliés, il ne faut pas l'oublier, se sont partagés la dépouille de ce grand pays. Ce n'était jamais que le 4e démembrement de la Pologne, peut-être le plus cynique de tous. Les Allemands avaient fait beaucoup de prisonniers, les Soviétiques davantage encore. Et puis, il y a eu le revirement de 1941. Vous savez, en juin 1941, les Allemands entrent en Russie. C'est la fin du pacte germano-soviétique, évidemment. La mise à genoux de Hitler par l'immensité russe, un peu à la manière de Napoléon. Mais l'ancienne Pologne, à ce moment, est devenue, pour un temps, toute allemande. Que fait Staline d'un seul coup ? Eh bien, il se déclare favorable à l'indépendance polonaise. Il fait soudain bonne mine au pauvre gouvernement polonais exilé à Londres. Churchill, évidemment, pousse dans le même sens. Stratégie oblige. Vous savez, la stratégie avant tout, la lutte contre Hitler. Voilà comment a été signé le traité polono-soviétique de juillet 1941, au terme duquel, notamment, était constituée en Russie une armée polonaise avec tous les prisonniers détenus par l'URSS, prisonniers civils et militaires. On désigne un général polonais pour diriger cette armée. Pour ça, on va sortir de la prison moscovite de la Loubianka le général Anders. Et c'est au moment de reconstituer cette armée que les grandes questions commencent. Les responsables chargés du recrutement ne tardent pas à réaliser que de très nombreux officiers manquent à l'appel. En 1939, les Russes avaient fait quelques 180 000 prisonniers polonais, dont environ 12 000 officiers. À l'époque, beaucoup ont été victimes du grand froid dans les camps soviétiques. On parlait même d'un convoi ferroviaire entier qui avait gelé durant une panne. Mais ce que les recruteurs polonais d'Anders n'arrivent pas à comprendre ou refusent d'admettre, c'est pourquoi il est impossible de mettre la main sur le moindre officier des camps de Starobielsk, de Kozielsk et d'Ostachkov. Voici le témoignage du général Anders lui-même. Dès ma libération de prison, dit-il, j'ai essayé de retrouver mes soldats de Starobielsk, Kozielsk et Ostachkov. J'ai toujours reçu des réponses évasives des autorités soviétiques. Le commandant en chef, le général Sikov,
Sikorski, au cours de sa visite à Moscou, en appela personnellement à Staline. Il lui fut répondu que les prisonniers polonais avaient dû s'évader. Pour ma part, pendant tout le temps de mon séjour en URSS, j'ai tout fait pour découvrir des informations sur leur sort. J'ai fait des efforts auprès des autorités soviétiques et auprès de Staline lui-même. J'ai envoyé des gens à leur recherche dans toutes les directions. Au cours d'entretiens privés, quelques-uns des hauts fonctionnaires soviétiques déclarèrent qu'une erreur fatale avait été commise dans cette affaire. Finalement, c'est le chef du gouvernement polonais en exil, le général Sikorski lui-même, qui va rendre visite à Staline, en compagnie d'Anders d'ailleurs. Et Staline reste vraiment très évasif. Peut-être, dit-il, il se lève, il fait tout un cinéma comme il savait faire. Il se rend jusqu'au poste téléphonique, il téléphone au chef du NKVD, puis il raccroche et dit « Ces officiers sont peut-être retournés en Pologne occupée par les Allemands. » Ce qui est d'une drôle d'idée entre nous. À moins qu'ils ne se soient échappés des camps de Sibérie pour s'évader vers la Mandchourie. Anders manifeste beaucoup de circonspection. Alors Staline va de nouveau faire son cinéma, il reprend le téléphone, il appelle l'état-major du NKVD, il ordonne de relâcher sur le champ tous les Polonais qui auraient pu se trouver dans les 3 derniers camps, les 3 camps que je viens de citer. Évidemment, aucun des Polonais de ces 3 camps ne réapparaîtra. Un officier polonais passé au service des Russes, le colonel Berling, aurait proposé aux soviétiques Beria et Merkulov, on est là en octobre 1940, d'encadrer une armée polonaise pro-soviétique en libérant les officiers prisonniers. « Nous avons d'excellents cadres pour cette armée, dit Berling, dans les camps de Starobielsk et Kozielsk. » Ah non, pas cela, aurait dit Merkulov, et il aurait ajouté « À leur propos, nous avons commis une grosse erreur. » Une grosse erreur, apparemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Caccini sur Europe 1, un extrait d'Ave Maria interprété par Inessa Galante. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur l'affaire de Katyn. Le 13 avril 1943, la radio allemande interrompt ses programmes et voilà ce qu'on peut entendre. C'est pour diffuser ce communiqué. Nous avons reçu une dépêche de Smolensk, nous informant que les habitants du pays ont indiqué aux autorités allemandes un endroit où les bolcheviks avaient organisé des exécutions secrètes massives et où 10 000 officiers polonais avaient été assassinés par la GPU. Les autorités allemandes se sont donc rendues à un endroit appelé Kossigori, une station climatique située à 10 km à l'ouest de Smolensk, où une découverte atroce a été faite. On est dans toute la phraséologie allemande, bien entendu. Il a été trouvé un fossé de 28 mètres sur 16, dans lequel étaient empilés en 12 couches les cadavres de 3000 officiers polonais. Ces officiers étaient vêtus de leurs uniformes, certains étaient ligotés, tous avaient des blessures par balle dans la nuque.
Et le communiqué ajoute qu'il est relativement facile d'identifier ces cadavres. Grâce à la nature du terrain, dit-il, ils sont complètement momifiés et les Russes ont laissé sur eux tous leurs papiers personnels. Et on ajoute à ça encore une précision, c'est que ces officiers se trouvaient précédemment dans un camp à Kozielsk. Ah, ça pourrait être une indication sur ce que sont devenus les fameux officiers disparus qu'a cherché Anders avec tant d'espoir puis de désespoir. Ce sont, disent les Allemands, les bolcheviks, c'est toute cette terminologie, ce sont les soviétiques, on dirait nous, qui les ont assassinés. Et dès le lendemain, il y a de nouvelles informations à la radio allemande. On ne parle plus à ce moment-là de Kossigori, on parle carrément de Katyn. Et on répète que les soviétiques, en 1940, ont exécuté sommairement à Katyn environ 10 000 officiers polonais prisonniers. Il faut imaginer ce que c'est que Katyn. On est dans les vastes étendues aux confins de la Biélorussie, une région assez vallonnée avec des collines couvertes de conifères, même s'il y a quelques arbres à feuilles caduques, et puis descendant en pente douce vers des marécages où vous avez des forêts d'aulnes et de bouleaux, des bouleaux blancs. Comme il neige 8 mois par an, on a un paysage qui est presque toujours blanc comme ça. Et dans la vallée, où coule le Dniepr, vous avez la maison de repos du NKVD. Ça, c'est très important parce que c'était un endroit qui était très fréquenté par la police politique à l'époque. Les Allemands, ensuite, vont bien entendu s'y installer. C'est là, donc, qu'au printemps de 1943 sont exhumés tous ces cadavres polonais, ces cadavres de milliers d'officiers polonais par les Allemands. Évidemment, on a tout de suite fait un rapport qui s'est retrouvé sur le bureau de Goebbels à Berlin. Et là, Goebbels s'est dit qu'il y avait une affaire incroyable en termes de propagande, bien entendu. Il va rendre la nouvelle publique et il va en profiter pour flétrir le monstrueux crime soviétique. C'est le terme qu'il emploie lui-même dans la première dépêche qu'il va dicter. Le but, bien sûr, c'est de déchaîner contre Staline et contre les soviétiques la réprobation universelle. L'idée, c'est aussi peut-être d'abord de mettre les Américains, les Anglais dans l'embarras, et que dire du gouvernement polonais en exil, bien entendu. Depuis 2 ou 3 jours, les spécialistes de la calomnie de Goebbels diffusent de viles inventions prétendant que les autorités soviétiques auraient procédé à une exécution massive d'officiers polonais dans la région de Smolensk au printemps 1940. Ça, vous aurez compris que c'est le texte qui est diffusé à la radio de Moscou dès le 15 avril à 7h15 du matin, et les soviétiques ajoutent en lançant ces monstrueuses calomnies. Et là encore, on est dans cette terminologie, dans ces épithètes incroyables dont on va parler dans un instant avec Fabrice d'Almeida. En lançant ces monstrueuses calomnies, les canailles germano-fascistes n'ont pas reculé devant les mensonges les plus bas et les plus effrontés dans leur tentative de masquer les crimes commis, comme il est maintenant devenu évident, par eux-mêmes. On voit quelle va être la thèse soviétique. Les rapports germano-fascistes sur ce sujet ne permettent plus le moindre doute quant au sort tragique des anciens prisonniers de guerre qui, en 1941, étaient affectés à des travaux de construction dans les régions de l'ouest de Smolensk, ajoute la radio officielle, enfin par définition soviétique. On est donc là le 15 avril. Dès le 16, la Croix-Rouge allemande, et ça va être toute la subtilité de Goebbels que de jouer sur un certain nombre d'instances officielles, la Croix-Rouge allemande va demander au Comité international de la Croix-Rouge une grande enquête. Sauf que, simultanément et depuis Londres, le gouvernement polonais en exil en avait fait autant. Ça, pour Goebbels, c'est une incroyable aubaine. Évidemment, c'est même un triomphe pour lui. Résultat, le Comité international de la Croix-Rouge va refuser de se mêler de cette affaire. Vous savez que les Suisses en général et la Croix-Rouge en particulier tiennent beaucoup à leur neutralité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à partir de ce moment-là, pour l'Union soviétique, c'est une aubaine, car ça permet de mettre fin aux relations diplomatiques avec le gouvernement polonais en exil, et on va commencer à pouvoir pousser l'idée d'un gouvernement polonais d'obédience communiste. Vous voyez que c'est la résolution de la guerre qui est déjà en train de se profiler ici. Puisque la Croix-Rouge se dérobe donc, une commission internationale va être créée par les Allemands, commission composée de représentants d'un certain nombre d'instituts médico-légaux et de criminologie d'Europe. Alors, évidemment, la quasi-totalité des participants sont issus de pays qui sont soit carrément envahis, soit mis sous tutelle, soit alliés de Berlin. Le seul expert qui soit objectivement indépendant, c'est un Suisse,
qui évidemment, lui, va se trouver un peu, en quelque sorte, embarqué dans cette affaire. Alors la commission arrive à Katyn pour mener des travaux qui vont être assez soutenus du 28 au 30 avril 1943, avec, insiste bien la propagande nazie, bien entendu, avec une entière liberté de mouvement. Il s'agit premièrement d'identifier les cadavres, deuxièmement de rechercher les causes du décès, troisièmement de rechercher, et ça c'est essentiel, la date à laquelle ces décès sont intervenus. Alors, la commission n'a pas laissé de témoignages quant aux conditions même de son travail, mais on sait par un texte de Brasillac qui faisait partie d'un voyage de presse, c'est terrible à dire, on sait à quel point ce qui sautait au visage des visiteurs à Katyn, c'était évidemment l'odeur. Je cite Brasillac, odeur massive, odeur noire et âcre, inoubliable odeur de charnier, quelque chose de vivant comme une bête, longuement pourri dans cette terre qui n'abîme pas trop les cadavres. Ils sont là, pressés et compacts, et deux montrent cette chose qu'on pourrait cerner, qu'on pourrait tenir dans ses mains, tant elle est lourde, cette odeur. Alors, je vous l'ai dit, les experts de la commission allemande, sous contrôle nazi bien entendu, mais officiellement dans une totale indépendance, vont pouvoir observer de près les cadavres. On en fait tirer au hasard un certain nombre. Ils ont tous la même blessure. La balle est entrée par le bas de la nuque dans l'os occipital, près du dégagement inférieur de la boîte crânienne. Autrement dit, ils ont tous été tués à bout portant d'une balle dans la nuque. Avec une similitude frappante. La plupart, enfin même la quasi-totalité portent des uniformes d'hiver, donc ça a eu lieu pendant une saison hivernale, mais alors est-ce que c'est au début du printemps, est-ce que c'est à la fin de l'automne ou pendant l'hiver? En tout cas, la question est de savoir à quelle date. Pour répondre à cette question, il y a deux moyens. D'abord, il y a tous les documents qu'on a trouvés sur les victimes et dont le plus récent remonte au 6 mai 1940. Donc c'est censé s'être passé avant mai 1940. Donc c'est bien un crime soviétique, puisqu'à cette époque, ce n'étaient pas les Allemands qui se trouvaient à Katyn, c'était bien évidemment les Soviétiques. Et puis, il y avait sur les tombes, on avait planté de jeunes conifères. Ces conifères ont été arrachés, bien entendu, pour mettre les charniers à jour, mais on peut les analyser. Et alors là, attention, parce que c'est un forestier nommé par les Allemands, ça va faire couler beaucoup d'encre, estime que les conifères en question ont un âge d'environ 3 ans. Donc, si vous enlevez à avril 43 3 ans, vous vous retrouvez de nouveau à la fin de l'hiver 1940. Là encore, ça désigne et ça accuse les Russes. Vous vous doutez bien que les Russes ne vont pas se laisser faire et que dès qu'ils le pourront, eux-mêmes vont monter leur propre commission. Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous à la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur l'affaire de Katyn. En septembre 1943, vous avez bien compris que les Allemands avaient mis les charniers à jour en 1943 en avril. Et là, en septembre, ce sont les Russes qui reprennent donc Smolensk et dans un premier temps, pendant 3 mois entiers, ils gardent un silence total sur cette affaire. Et puis, patatras, janvier 1944, alors là, on se met du côté de Moscou à communiquer sur la question et l'on crée, cette fois c'est une commission d'enquête soviétique qui va être créée avec toutes sortes de médecins de premier plan auxquels on adjoint 8 personnalités telles que l'académicien Bourdenko, l'écrivain Alexeï Tolstoï, le métropolite Nicolas de Moscou, le ministre de l'Éducation soviétique, Potemkin, etc. Le but évidemment est d'accréditer cette fameuse commission qui se rend sur place et alors, en compagnie de pas mal de journalistes, notamment des journalistes anglais et américains, et bien entendu, la grande question est de savoir quand ont eu lieu les exécutions. Alors, on noie un peu le poisson, on fait des déclarations extraordinaires, et surtout, devant tous ces témoins, on va produire un certain nombre de personnes du cru qui vont apporter leur témoignage et qui disent « Oui, nous les avons vus, ce sont bien les Allemands qui ont tué tous ces Polonais ». Les membres de la commission n'auront qu'une demi-journée pour poser des questions, et d'ailleurs ça se passe assez mal, les questions qui fusent sont plutôt brutales, et très vite, on va mettre un terme à ces travaux. C'est le 3e secrétaire de l'ambassade américaine qui dit « L'atmosphère devint vite assez pénible et l'on annonça subitement qu'il fallait quitter les lieux, le train devant ramener le groupe de visiteurs étant sur le point de partir ». L'ensemble de la procédure, dit par ailleurs un journaliste américain, avait un air préfabriqué. On s'était
considérablement méfié des révélations allemandes en avril 1943 parce qu'elles émanaient du bureau de Goebbels, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était sujet à caution, mais on va se méfier non moins des conclusions de la commission soviétique. Il faut bien en être conscient. Alors, la thèse des soviétiques, elle est toute simple. Les officiers polonais prisonniers des 3 camps de Koziel, Starobielsk et Ostashkov auraient bien été évacués au printemps 1940, ça les soviétiques ne le nient pas, mais ça aurait été simplement pour les conduire tout près de Smolensk dans 3 camps baptisés ON numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Lors de l'avance allemande, donc en juillet 1941, on n'aurait pas eu le temps d'évacuer ces 3 camps et à ce moment-là, les Allemands se seraient emparés de tous les prisonniers polonais qu'ils auraient fait exécuter par groupe un peu plus tard. Puisqu'en 1944, les soviétiques ont l'air de savoir exactement ce qui s'est passé, on a envie de leur poser quand même une question. On leur dit, vous savez exactement ce qui s'est passé en 1944, donc comment se fait-il qu'au moment où Anders ou Sikorski lui-même, en 1941, en 1942, en 1943, ne cesse de poser des questions à Staline et aux principaux responsables soviétiques, pourquoi Staline se montre-t-il aussi dubitatif, au point même d'émettre l'idée que les prisonniers polonais aient pu s'en aller tout seuls vers la Mandchourie? En vérité, très vite, on va admettre, l'opinion générale admettra qu'il y a bien un crime soviétique, sauf que les soviétiques disent mais attention, tous les documents qui ont été retrouvés sur les corps sont le fruit d'un trucage en vérité. Ce sont les Allemands qui ont d'abord exhumé tous les corps, qui ont trié les documents sur les corps et qui ensuite les ont réinhumés. Quand on connaît les pratiques d'un Goebbels, après tout, on se dit pourquoi pas ? Plus tard encore, cette affaire va devenir un véritable enjeu de la guerre froide. Et ce qui est, notamment, on parle beaucoup de la question des balles, parce qu'on a retrouvé dans les charniers pas mal de balles qui sont toutes des balles allemandes. Sauf que on sait que les balles en question, qui sont marquées GECO, avaient été vendues aussi en grand nombre avant la guerre aux pays baltes où les soviétiques les avaient récupérées. Donc, ce qui était avancé comme une sorte de preuve par Moscou n'en est pas une. Pendant très longtemps, des doutes vont subsister. Alors, cette affaire va devenir un des enjeux du procès de Nuremberg, et je vais en parler bien entendu avec Fabrice d'Almeida, parce que c'était censé être un des grands chapitres mis en avant par les soviétiques au procès de Nuremberg, et puis finalement, dans les jugements, eh bien, il n'est plus du tout question de Katyn. On va dire que c'est une affaire qui s'est littéralement volatilisée. Il faudra attendre Khrouchtchev pour que certains officiers polonais osent quand même poser la question, mais ils sont d'ailleurs systématiquement sabrés, exclus du parti. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Pologne est dans le bloc de l'Est. Impossible de rouvrir ce dossier. Il va falloir attendre 1988 et l'appel de 59 intellectuels polonais autour de Lech Walesa pour que la question revienne à la une de l'actualité. Le 25 juin 1988, Monseigneur Glemp, qui était le primat de Pologne, avait lancé devant une foule immense qui était réunie à Kiev pour le millénaire russe: il faut faire la lumière au plus vite sur Katyn et y planter une croix car des hommes y reposent. Gorbatchev avait été plutôt favorable d'ailleurs, et en 1990, l'agence soviétique TASS avait officiellement reconnu la responsabilité soviétique dans la tragédie de Katyn. Mais ce qui va permettre de faire la pleine lumière sur la question, c'est évidemment l'ouverture des archives soviétiques par la Fédération de Russie à l'époque de Boris Yeltsin. On trouve dans le dossier communiqué en octobre 92 par Yeltsin lui-même au président Walesa, et Walesa a souligné d'ailleurs le courage de l'administration russe. On trouve tous les ordres staliniens donnés en 40, les communiqués inquiets de 41, les instructions à la commission de 1943, et plus fascinant peut-être encore que tout ça, tous les détails accablants sur la préparation du dossier Katyn au procès de Nuremberg. Aujourd'hui, on connaît presque tous les détails de cet effroyable crime stalinien de Katyn, et même s'il y a quelques mois, la Cour européenne des droits de l'homme a dû se déclarer incompétente pour traiter de cette affaire, personne ne doute plus du plan programmé des soviétiques pour éradiquer, parce que c'était ça le but principal, éradiquer tout ce qu'il pouvait y avoir d'anticommuniste dans les élites polonaises. Ça n'en reste pas moins, évidemment, une maigre consolation pour la Pologne, qui n'a pas fini 7 décennies plus tard de pleurer le meurtre collectif, ce meurtre de masse, de tous ces garçons pleins d'avenir à l'époque. En 1939, vous imaginez, ils étaient prêts à défendre leur pays, et les voilà fauchés dans la fleur de l'âge et de la manière la plus brutale.
Bonjour Fabrice d'Almeida. Bonjour Franck Ferrand. J'ai été obligé de résumer en quelques minutes un dossier qui demanderait des heures, évidemment. Mais c'est à vous écouter, c'est incroyable le jeu d'opinion, de contre-opinion, de falsification, de masquage d'un acte qui est quand même une liquidation de plusieurs milliers d'hommes et dans un même site je crois qu'il y a 8000 sur un seul site avec plusieurs grandes fosses, c'est très effrayant. C'est ce que nous allons voir ensemble dans un instant. Christophe Penderecki, avec un extrait de la bande originale du film Katyn, sorti en 2007, est nommé pour l'Oscar 2008 du meilleur film étranger. Nous sommes au cœur de l'histoire du massacre de Katyn avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Fabrice d'Almeida, professeur à l'université Panthéon-Assas au sein de l'Institut français de presse, auteur d'une histoire mondiale de la propagande de 1900 à nos jours aux éditions de La Martinière. Fabrice d'Almeida, je ne pouvais pas trouver de meilleur interlocuteur pour parler de ça puisque vous êtes l'auteur de cette histoire mondiale de la propagande de 1900 à nos jours, un très bel album aux éditions de La Martinière, et que cette affaire du massacre de Katyn, c'est d'abord une histoire de propagande contre une autre. La propagande nazie qui va utiliser un crime soviétique et la propagande soviétique qui va essayer de masquer le crime en question et d'essayer de retourner les choses contre la propagande nazie. Mais en soi, tout ça est très passionnant. On va entrer bien sûr dans les différentes étapes, notamment dans cette affaire du procès de Nuremberg où ça a complètement parasité les débats, le crime de Katyn. Mais avant ça, il faut peut-être que nous revenions, parce que moi je n'ai pas trop eu le temps de le faire et c'est très important, sur l'horreur froide des crimes qui sont commis quand même, parce que on est loin de tout. Dans cette forêt de conifères qui est à la fois très silencieuse en temps normal et qui là résonne des échos des détonations et de façon extrêmement comment est-ce qu'on pourrait dire mécanique, presque comme à la chaîne, on prend tous ces jeunes gens, on leur colle un canon sur la nuque et on leur envoie une balle dans la tête. Oui, parce que derrière, il y a la propagande, mais derrière, il y a quand même cette donnée des États totalitaires. Et là, je pense qu'il faut vraiment faire le parallèle entre ces deux États, l'État nazi et l'État soviétique. Il y a cette mécanique du secret, parce que cette liquidation, elle doit être secrète et elle devait le rester. C'est pour cela que on a même replanté des arbres sur les charniers. Exactement, qu'on a masqué, qu'on a fait faire des allers-retours en camion entre les lieux de détention et les lieux d'exécution, qu'on envoyait des petites unités pour pas qu'il y ait une contamination des exécutions au fur et à mesure que les autres soient au courant, parce que malgré tout, ça veut dire qu'il y a des unités de tireurs, des unités d'accompagnateurs, de tueurs, des unités d'accompagnateurs et des unités de garde. Donc c'est vraiment la même mécanique. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que on a eu en France, et c'est vrai qu'on a toute une équipe de chercheurs qui travaillent sur les Einsatzgruppen, je pense à Christian Ingrao par exemple, et qui nous ont expliqué cette mécanique de travail. Mais là, on s'aperçoit que les soviétiques font peu ou prou la même chose. Grosso modo la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a, parce que ça m'a intéressé en préparant cette émission, comme nous sommes pas longtemps après les vacances de Noël, j'en ai profité pour me replonger, parce que cette affaire de Katyn m'a longtemps passionné, et j'ai de gros dossiers, on va dire, et je me suis replongé dans tous ces textes, et pendant très longtemps, on va dire jusqu'à la fin des années 60 au moins, les historiens restaient très prudents, et certains même avaient très tendance à dire, mais finalement, est-ce que c'est pas quand même bien les nazis qui ont fait ça, parce que ça ressemble aux méthodes des Einsatzgruppen, précisément. Exactement, et c'est là-dessus d'ailleurs, je pense que Staline joue. Au moment où il met en place sa commission, faut pas oublier que le moment où Staline fait sa commission, on est déjà à la fin de la guerre, et au moment où la plupart des grandes nations européennes envoient en Allemagne des commissions internationales pour inventorier toutes les fosses communes des victimes du Troisième Reich. Donc quand les staliniens leur disent... On a envie de dire ça tombe bien pour Moscou. Exactement, et Moscou argumente justement
sur le fait qu'il y a un autre village qui s'appelle Katyn avec un H, où il y a eu un massacre de population civile fait par les nazis pour encore créer de la confusion. Donc vous voyez que à la fois le parallélisme entre les deux régimes, le parallélisme des modes d'exécution entre ces régimes de tueurs, il faut quand même le dire, fait que c'était plus facile pour les uns d'accuser les autres. Alors venons-en à la première grande opération peut-être de propagande. Donc on est en avril 1943 et là c'est carrément le chef de la propagande du Troisième Reich, Goebbels, qui est aux manœuvres. Hein. Alors c'est vrai que ça j'allais dire, ça tombe bien pour lui. Ça tombe bien pour lui puisque ce qu'il appelle dans la propagande, hein, c'est la terminologie de l'époque, le judéo-bolchevisme, les judéo-soviétiques, le judéo-communisme, lui semble le régime criminel par excellence. Et c'est vrai qu'ils vont s'appuyer notamment sur des charniers antérieurs. Il se trouve que Goebbels, Hitler, Himmler sont tous très bien informés sur l'Union soviétique. Vous avez parlé des ventes d'armes. Eh bien, il ne faut pas oublier que pratiquement jusqu'au début des années 30, le principal interlocuteur stratégique et militaire de la Russie, c'est l'armée allemande. Là, il y avait de vieilles traditions. Exactement. Et même encore au début, et c'est pour ça qu'il y a même un petit moment de flottement après le pacte germano-soviétique, où au fond la Wehrmacht se dit, finalement, on est encore dans la même logique que nos alliés des années 20. Je dis ça parce que les auditeurs français peuvent être troublés de cette nouvelle, mais quelqu'un comme Hammerstein, qui était le chef d'état-major de l'armée, il a fait plusieurs voyages en Russie soviétique pour les aider à mettre au point de l'armement, pour les aider à mettre au point de la technique, revoir et étudier. Donc ils sont très très informés sur les méthodes russes. Les nazis qui arment les soviétiques. Hein, alors, c'est, c'est juste avant en fait, c'est sous la République de Weimar, mais c'est les mêmes, c'est-à-dire le type qui était colonel ou capitaine, il est devenu général, sauf épuration. Bon, donc ils connaissent très bien ces méthodes et ils savent que Staline a purgé son armée, a purgé son pays, a fait de grandes liquidations de masse et ils cherchent les preuves de ça pour montrer la criminalité judéo-bolchevique. C'est même une obsession chez Goebbels. Exactement. Et ils vont en trouver, évidemment, ils vont trouver des charniers, notamment, alors un que j'ai mis justement dans le livre, parce que il a fait l'objet d'une opération de propagande, je dirais, parallèle, c'est le charnier de Vinnytsia. C'est un massacre qui est fait avant-guerre, dans les années 37-38, au moment des grandes purges. Et là, on sort et on peut montrer que c'est des massacres purs soviétiques. Donc, quand Goebbels voit le massacre de Katyn, pour lui, c'est pain béni puisque c'est la suite. Et là où c'est extraordinaire, c'est que c'est quand même la plus belle des tartufferies. C'est-à-dire, qui a massacré le plus de Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Évidemment, les Allemands. Bien sûr. Et dans quelles conditions ? Et voilà. Et puisque la Pologne était un gouvernement colonial, en gros, il faut le dire. Oui. Exactement. On avait pris une grosse partie de la Pologne pour en faire un territoire allemand, donc il fallait liquider les Polonais. Donc eux, ils l'ont fait. Ils ont tué leurs Polonais aussi. Mais là, tout d'un coup, ils ont l'occasion de paraître vierges et d'apparaître innocents des massacres de Polonais qu'ils peuvent même mettre sur le dos des Juifs, ce qui est extraordinaire pour leur propagande. Ce qui explique aussi pourquoi derrière cette phraséologie toujours évidemment très violente, Goebbels s'abrite derrière les institutions internationales et en appelle même à ce qui est le plus irréprochable a priori, c'est-à-dire le Comité international de la Croix-Rouge. Là, il peut se permettre, puisqu'il sait, lui, que tout ce qu'on va découvrir sera contre les soviétiques, en fait. Exactement. Et ce qu'il y a de formidable, c'est le fonctionnement de la Croix-Rouge, parce qu'on l'a oublié, mais la Croix-Rouge restait, en temps de guerre, une institution transnationale et transpartie. C'est-à-dire qu'il y a eu des commissions de la Croix-Rouge qui sont allées visiter les camps de prisonniers, qui sont allées visiter les lieux de détention, et voilà. Or, là, on est dans le cas type du crime de guerre, puisque ce sont des officiers, en dehors de tout combat, qui sont massacrés, c'est-à-dire qu'on est en contradiction de toutes les conventions de Genève. Donc là, la visite de la Croix-Rouge est fondamentale. Mais évidemment, ceux qui vont venir pour la Croix-Rouge sont des gens qui sont impliqués dans des pays proches de l'Allemagne. Donc c'est une commission internationale de la Croix-Rouge. Mais si j'insiste là-dessus, sur le fait que c'est des alliés de l'Allemagne, c'est parce que ça va la discréditer en même temps. Et c'est ce qui fait que ce rapport qui est vrai, ou en tout cas avec beaucoup d'éléments vrais. Personne n'y croit. Voilà. Notamment en France, dans la France de Vichy de l'époque, les gens ne croient pas à cette histoire. Ils disent, ça y est, c'est encore une histoire de Goebbels. Je suis pas sûr que dans la France de Vichy, moi je pense en tout cas certains n'y croient pas. Les vrais collaborateurs français devaient y croire, puisque c'était une preuve manifeste de la criminalité bolchevique, et ils en étaient convaincus, puisqu'ils envoyaient des gens les combattre. Fabrice, là, ce que je veux dire, c'est que la population française de l'époque n'y croit pas, semble-t-il. Elle est très dubitative. Elle pense que c'est encore une histoire des nazis. Voilà, que c'est encore. Mais parce que aussi, à force de tirer
sur la corde. Voilà. Mais là où quand même, c'est une base de propagande extrêmement forte, c'est qu'ils vont se servir encore de ce fameux coup de feu dans la nuque, le Genickschuss. Ils vont appeler ça la signature bolchevique. Rappelez-vous, il y aura des affiches de propagande qui porteront ça. C'est quand même un comble. Hein, et on montrera, dans l'assassinat de Katyn, on montrera systématiquement les scènes de liquidation avec les uniformes, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de montrer ce qui va se passer demain si l'Europe est vaincue par l'Union soviétique et donc si les armées allemandes et les armées des alliés de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il faut bien penser que sur le front de l'Est, on a des Italiens, des Français, des Espagnols, des Belges, la fameuse Légion wallonne, et on a aussi, nous, les gars de la LVF. Et oui, bien sûr, la Légion des volontaires français. Évidemment, les soviétiques ne se laissent pas faire. C'est-à-dire que dès cette première opération de propagande de Goebbels, ils réagissent tout de suite, mais ils réagissent avec des mots dans un premier temps, et pas très adroitement d'ailleurs. Il y a un problème géographique, c'est qu'ils n'ont pas accès au lieu au départ. Et ce qui permet d'ailleurs, juste une parenthèse, parce que là où Goebbels pousse toujours les trucs au maximum, c'est là où on voit l'espèce de machine de propagande qu'il a en tête, c'est qu'il va faire venir des prisonniers de guerre anglo-américains notamment, au moment où ils sont en train de vider le charnier de Katyn, histoire d'avoir des témoins neutres théoriquement, mais des détenus en fait, qui pourront renvoyer cette image aux anglo-saxons. Donc vous voyez bien qu'il a pensé très très loin son affaire. Et donc les soviétiques, eux, sont coincés et voudraient essayer de pouvoir faire une contre-propagande, mais ils sont très très gênés aux entournures, puisque il y a un certain nombre de témoignages polonais qui corroborent cette version, que les Polonais eux-mêmes reçoivent, et que les Polonais, quand ils font des demandes d'informations, mettent le gouvernement soviétique dans une difficulté telle que ça va être une des raisons de rupture des relations diplomatiques avec le gouvernement polonais en exil. Je dis une des, parce que il se trouve que le gouvernement polonais en exil est du côté des Britanniques, et plutôt libéral. Ça arrangeait bien Staline, Et finalement. oui, et Staline, en plus, je pense, avait en tête l'idée qu'il fallait qu'il y ait un gouvernement polonais en exil qui soit communiste, voilà, c'est ça, c'était quand même son calcul dans l'affaire. C'est là qu'on est quand même dans un jeu à multiples détentes. Exactement. En septembre 43, donc, les Russes reprennent Smolensk et cette région, et ils vont mettre, alors ça c'est assez fascinant, 3 mois de silence radio. On pourrait s'imaginer que très vite ils vont convoquer la presse, etc. Non, ils préparent la chose, bien entendu. Ah oui, alors ça c'est l'autre grande capacité du NKVD qui va devenir, faut le dire pour nos auditeurs, politique, hein. Voilà, à la politique intérieure, qui va devenir ensuite le KGB, qui est devenu ensuite le FSB. Donc cet organisme, qui est un organisme de gestion de la sécurité intérieure, on pourrait dire une espèce de mélange de la DST, des renseignements généraux. Vous êtes très content, je pense. Non mais oui, mais on est quand même dans le contre-espionnage. Bon. Sauf que le contre-espionnage français, il vise un tout petit morceau de population. Eux, ils visent des pans entiers de population parce que il y a le sentiment que les visées anti-soviétiques peuvent venir de tout un tas de populations, des Ukrainiens, des Biélorusses, des Polonais. Or, on est dans cette région de confins qui, depuis très longtemps, fait l'objet de circulation de population et donc fait l'objet de déportation de population que va faire le NKVD. Donc si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'au moment où ils vont récupérer cette zone, ils ont comme idée d'abord d'éliminer tous les témoins gênants, d'éliminer les populations gênantes et ensuite... Voilà. Et ensuite de faire le montage de ce qui va être la grande offensive de contre-propagande d'après-guerre. Et malheureusement, c'est une contre-offensive qui, dans un premier temps, fait flop. Nous y venons dans un instant.
extrait de Chopinata interprété par le pianiste Alexandre Tarot. Vous nous parlez cet après-midi dans Au cœur de l'histoire, Franck, du massacre de Katyn avec votre invité Fabrice Dalméda, professeur à l'université Panthéon-Assas au sein de l'Institut français de presse, auteur d'une histoire mondiale de la propagande de 1900 à nos jours aux éditions de La Martinière. Il y avait donc eu cette commission scientifique, médicale, que les Allemands avaient voulu indépendante. Les Soviétiques, eux, ne se cachent pas de créer une commission gouvernementale. Elle n'est pas d'emblée indépendante. Mais alors, elle est composée de personnalités au-dessus de tout soupçon. Ça ne trompe personne, puisque on a envie de dire, c'est une sorte, si ça n'était pas aussi tragique, ce serait un éclat de rire qui accompagnerait les conclusions de la commission de 1944 en Union soviétique. Oui, vous l'avez rappelé, ils mettent quantité de ministres, oui, voilà, de personnalités éminentes. À la soviétique, quoi. Oui. Voilà. Et leur objectif va être de plutôt rencontrer des témoins. Donc, c'est des témoins, évidemment, qui ont été préparés par le NKVD. Qui arrivent pour tout tremblant, nous dit un témoin américain. D'ailleurs, les pauvres gens qui viennent témoigner sont complètement tremblants comme une feuille, ce qui n'est pas très... Alors, en même temps, ça paraît un peu étonnant, parce qu'en général, je vous rappelle que Wyszynski, qui est un des grands procureurs, responsables juridiques, etc., on reviendra sur cette figure, sait préparer les témoins. N'oubliez pas que c'est l'homme des procès de Moscou, et que dans les procès de Moscou, pour être sûr que tous les témoins avouent, ils ont été préparés, comment dirais-je, soigneusement et au corps, et parfois avec la famille menacée, etc. Donc les témoins ont été préparés et ils vont dire qu'ils ont vu les liquidations par les Allemands. Et c'est vrai que les agents du NKVD, avant de liquider les officiers polonais, leur avaient demandé de se débarrasser de leurs effets personnels et notamment d'enlever tout ce qui était identification. Évidemment, ils ne sont pas allés au bout, mais c'est ce qui fait qu'on n'ait pas autant d'éléments d'identification qui apparaissent et qu'on puisse dire, et c'est toute la thèse soviétique qui est, je trouve, magistrale d'une certaine manière, puisque elle se sert du fait que les Allemands sont des champions de la propagande pour dire, vous voyez bien que c'est un montage et que toutes les preuves qui sont apportées, mais elles ont été prévues, c'était fait avant. Donc ils rentrent dans une espèce de discours totalement paranoïaque qui fonctionne en partie, et je dirais qu'il fonctionne notamment sur les partis frères. Et ça, c'est un aspect qui est très important pour ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire que les historiens, dans les années 50-60, quand ils doivent discuter de ça, sont très embarrassés parce que ils sont face aux deux versions. Mais dans le champ académique, il y a aussi des éléments de reflet de ce qu'est la position politique. Donc on a des historiens communistes qui donnent raison au gouvernement soviétique et qui, eux, vont avoir tendance à dire, mais voyons, c'est évident, si le gouvernement soviétique le dit, c'est les Allemands qui avaient fait le coup. Et c'est vrai que c'est tellement... Il y a même, ça c'est fascinant, des études qui ne sont pas d'origine soviétique, sur toute l'organisation de l'usine où auraient été fabriqués tous les faux documents, etc. Parce qu'on soupçonne les nazis d'avoir monté une véritable, enfin une fabrique, sinon une usine, mais une fabrique de faux documents avec des secrétaires qui étaient chargés d'écrire en polonais de fausses lettres. Enfin, on imagine que les nazis sont allés extrêmement loin dans la mise en scène. Il faut quand même être soi-même. C'est à l'époque où Orwell écrit. Et c'est ça, vraiment. On est à l'époque où Orwell écrit, et Orwell a ce fameux commissariat à la mémoire où on réécrit le passé, mais là, en l'occurrence, on est en train de le faire en Union soviétique. Alors, la grande enceinte de débat, ça va être le tribunal de Nuremberg. C'est étonnant que les soviétiques, qui par définition connaissaient la vérité, se soient lancés dans cette affaire. Ils auraient pu rester discrets, si je puis dire. Mais ils se disent que le meilleur moyen de bloquer... La meilleure défense, c'est l'attaque. Et puis de bloquer le secret, c'est-à-dire de faire que pour l'éternité, cette version-là reste dominante, ce serait sa reconnaissance à Nuremberg. Donc dans un premier temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils, sous l'autorité de Wyszynski, ils vont confier l'élaboration d'un dossier à charge des Allemands. Vous savez que le procès va durer pratiquement plus d'1 an. L'instruction a duré, elle aussi, plusieurs mois. Donc, ils ont le temps de réfléchir à jusqu'où ils vont. Est-ce qu'ils ont assez d'éléments ou pas? Il se trouve que, dans le même temps, il y a plusieurs autres puissances à Nuremberg, puisque la France fait partie de ce tribunal militaire international, l'Angleterre, les États-Unis. Et donc, la question qui va se poser, c'est quelle va être la réaction des Alliés? Or, il se trouve que les Américains sont d'une certaine manière convaincus que les Soviétiques n'y sont pour rien. Alors, c'est ambigu puisqu'en réalité... C'est la naïveté américaine. Non, en fait, on peut penser que c'est, peut-être, c'est l'hypothèse que j'ai moi, que c'est un pieux mensonge. C'est-à-dire que Roosevelt a eu des éléments de rapport dès 43 et parfois un peu plus tard, qui corroborent l'idée que ça a bien été un massacre soviétique et que les dates collent. Bon, mais en même temps, lui, il est dans l'optique Yalta, donc il laisse ça de côté.
donc le pieux mensonge pour que le nazisme reste l'ennemi et surtout la religion criminelle. Voilà. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a les Britanniques. Les Britanniques en savent beaucoup plus. Ils en savent beaucoup plus parce qu'ils ont eu des informateurs polonais, parce qu'ils ont eu des rapports secrets, parce qu'ils ont obtenu par leur service de renseignement des éléments. Donc ils savent qu'on est face à un montage. Donc eux sont réticents à l'inscription de Katyn dans l'acte d'accusation. Les Américains y sont favorables. Les Russes au début se disent on va jouer cette carte et puis ils vont faire machine arrière. Et ils vont faire machine arrière, ce qui est fou, hein, contre même l'un des magistrats instructeurs soviétiques qui lui est convaincu. Il est sûr que l'Union soviétique est innocente, il y croit le gars. Et donc il y va et il demande des instructions, il demande tellement d'instructions qu'on va finir par l'éliminer. Ah, c'est terrible, hein. Lui il est vraiment c'est un cas assez intéressant. Oui, mais c'est fondamental du point de vue de la propagande. Trop souvent, on croit que les propagandistes sont cyniques. Très souvent, les propagandistes sont convaincus par leurs propres mensonges. C'est un élément clé. C'est ça l'idéologie. L'idéologie, c'est que on y croit, même si c'est contrefactuel, même si c'est faux. En même temps, c'est très rassurant pour nous de savoir que le tribunal de Nuremberg n'a finalement pas statué sur l'affaire de Katyn. Et c'est là où je pense que ce procès a quand même une dimension historique fondamentale dans le sens où l'instruction a été sérieuse. Alors après, on peut faire le procès des vainqueurs, etc., etc. Mais ils ont essayé de vraiment travailler sur des faits. Et donc, si on regarde la manière dont ils ont travaillé, ils ont défini un certain nombre de crimes contre la paix, de crimes avérés, notamment le massacre de 1934 des longs couteaux par les nazis, et ils ne sont pas allés vers ce qui n'était pas contrôlable. Pendant la guerre froide, évidemment, les Américains sont tentés de ressortir l'affaire. D'ailleurs, il y a, comme par hasard, des livres qui paraissent pour décrire l'horreur du crime soviétique cette fois. C'est-à-dire que là, il y a un retournement du point de vue des États-Unis qui ont tout intérêt, évidemment, à ce qu'on dise la vérité. Voilà, et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs livres qui paraissent comme ça, mais ils vont être très vite décrédibilisés comme livres de la CIA, comme livres de contre-propagande. Et c'est vrai qu'il manque de preuves. On est dans un jeu de miroir infini depuis le début. Oui, mais avec une difficulté première, c'est qu'il manque de preuves. Parce que comme ils se servent des rapports nazis pour crédibiliser et appuient éventuellement sur quelques témoignages, mais qui ne sont pas des témoignages qui viennent de Russie, la difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Donc en gros, on leur dit, vous êtes simplement en train de reprendre ce que disaient les nazis, donc plus ou moins en arrière-pensée, vous êtes des nazis. Il faudra attendre donc la chute de l'Empire soviétique pour que les choses... Alors déjà, sous la perestroïka, ça commence un peu. C'est-à-dire qu'on commence à en parler, mais il n'y a rien d'officiel. Et puis, effectivement, à partir de 88, surtout 90-91, Boris Yeltsin notamment, Gorbatchev va reconnaître le crime. Et puis... C'est-à-dire que Gorbatchev reconnaît le crime et Boris Yeltsin confie le dossier aux Polonais. Ça, c'est quand même... là, on vient beaucoup, dans les semaines qui viennent de passer, on a critiqué violemment l'État de la Fédération de Russie parce que la Russie reste assez inflexible, cela dit maintenant, sur ses affaires. Mais il y a eu pendant cette période Yeltsin une volonté de transparence incontestable. Alors je ne sais pas si elle était volontaire complètement, parce que non, mais c'est ça qui est intéressant quand on parle à des spécialistes comme Nicolas Werth, Stéphane Courtois, Victor Zaslavsky qui a fait le livre vraiment le plus important sur ce massacre. Ils ont eu la chance à un moment donné de pouvoir aller dans les archives du KGB, donc de retrouver tous les documents du NKVD, parce qu'il y a eu une espèce de parenthèse enchantée qui a duré quelques années, dans lesquelles on pouvait, en graissant une pâte, en entrant, obtenir la possibilité de récupérer les documents, de lire les documents, et même parfois de les copier et de les rapporter en Occident. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui disent « et les pauvres Polonais dans tout ça ?» parce qu'on n'en parle pas beaucoup depuis le début finalement. Mais il faut bien dire une chose, c'est que la Pologne a été, nous qui sommes des historiens, nous savons combien la Pologne n'a pas de voix depuis le XVIIIe siècle. Une fois de plus, on se retrouve avec les deux mêmes, il en manque un, il manque l'Autriche pour compléter le tableau. Oui. Mais d'habitude, l'Allemagne et la Russie, depuis le XVIIIe siècle, se partagent la Pologne. Et là, ils ont explosé la Pologne en morceaux. Ce qui fait que le gouvernement polonais qui arrive au pouvoir et qui va être au départ un peu mixte, mais très vite à dominante communiste, va se situer
rester dans la lignée de Moscou. Il n'aura pas tellement de marge de manœuvre. Et si ça intervient, vous avez cité les dates de 88 tout à l'heure, c'est parce que à partir de 1980, on a le syndicat Solidarité qui, en Pologne, mène une action extrêmement vigoureuse, s'appuie sur l'Église catholique et réussit à desserrer l'étau dans lequel le général Jaruzelski avait essayé de les enfermer, notamment du point de vue de la vérité historique. Et cette libération, en fait, pour moi, c'est peut-être là le vrai premier effondrement du bloc soviétique, c'est d'avoir une Pologne qui revendique sa mémoire nationale face à son ancien envahisseur, puisque là, on commence à sentir qu'ils sont en train de s'affaiblir, soviétique. Merci beaucoup Fabrice d'Almeida. Une histoire mondiale de la propagande de 1900 à nos jours. C'est un grand album, un texte passionnant et très richement illustré aux éditions de La Martinière. Merci. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Isabelle qui aimerait connaître l'origine de l'expression payer en liquide. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Isabelle qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission et qui voudrait savoir quelle est l'origine de l'expression payer en liquide. À l'origine de ce terme liquide, pour désigner la petite monnaie, les billets de banque, il y a la finance italienne du XVIe siècle. D'ailleurs, le terme liquido en italien, le terme est utilisé dans cette acception-là à partir de 1539, vous voyez. Dans le langage financier, vous avez deux grandeurs qui permettent de caractériser un bien. D'une part, sa valeur, c'est-à-dire qu'on détermine combien il vaut, et puis d'autre part, sa liquidité. Qu'est-ce que c'est que la liquidité ? C'est la capacité du bien à être plus ou moins rapidement converti sous forme monétaire. Concrètement, les liquidités désignent des sommes d'argent disponibles. Ainsi, plus un bien est facilement convertible, plus sa liquidité est importante. Les pièces de monnaie, les espèces sont donc les actifs les plus liquides, les plus disponibles, tout simplement, d'où l'expression payer en liquide.